Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Scott Adams, le créateur de Dilbert, à travers son livre, au titre déjà assez provocateur, Comment échouer à presque tout et quand même s'en sortir. Tout un programme. Exactement. Notre mission, ça va être d'extraire une philosophie du succès qui est, disons-le, radicalement non conventionnelle. La source principale, c'est son parcours à lui, une série d'échecs spectaculaires qui l'ont mené au succès. On va décortiquer des thèmes qui bousculent pas mal d'idées reçues. Ah oui, comme l'idée que les objectifs sont pour les perdants. Voilà, ça ou la vision de l'échec comme une ressource, et puis l'importance de l'énergie personnelle comme principal indicateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se définit lui-même comme un simplificateur professionnel. Son métier, dit-il, c'est de prendre une idée complexe et de la réduire à l'essentiel, d'éliminer le bruit. Et il a fini par appliquer ça à sa propre vie. Donc, ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est pas une simple liste de conseils. Non, c'est un véritable système de pensée. C'est ça, une sorte de système d'exploitation pour la vie, quoi. Alors, commençons par l'idée euh, la plus contre-intuitive, celle qui sert de fondation à tout le reste. L'échec est un ami. Adams écrit, l'échec est une ressource qui peut être gérée. On est loin du cliché, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ah oui, complètement. Pour lui, chaque échec doit nous rendre plus intelligents, plus connectés, et surtout plein d'énergie pour la suite. Absolument, il ne s'agit pas juste de survivre à l'échec, mais de le, comment dire, de le dépouiller de sa valeur. L'image qu'il utilise est assez crue, il faut braquer l'échec, le forcer à vous donner tout ce qu'il a. Chaque fois que vous échouez, vous devez repartir avec quelque chose de précieux. Une nouvelle compétence, une relation. Une meilleure compréhension du marché. L'échec devient un paiement pour une leçon, en fait. D'accord. Mais concrètement, comment on fait pour ne pas juste être découragé? Prenons quelques-uns de ses fiascos. Il a inventé un sec de colophone à velcro pour les joueurs de tennis. Oui, Échec commercial total. total. Et la leçon qu'il en tire est brutale. Les bonnes idées n'ont aucune valeur. Le marché récompense l'exécution. C'est plus facile à dire qu'à faire. Comment on transforme cette déception en règle de vie? Je pense que la clé pour lui, c'est de dissocier son ego du résultat. L'échec du produit, c'est pas son échec en tant que personne. C'est juste une donnée. C'est une donnée. Le marché a dit non. Point. En acceptant ça froidement, il peut analyser la raison. Et là, la leçon, c'était qu'il dépendait d'autres personnes pour fabriquer, pour distribuer. Du coup, à partir de ce jour-là, il s'est concentré sur des projets qu'il pouvait exécuter lui-même de A à Z, Ce qui l'a mené à Dilbert. directement. Un produit qu'il pouvait créer seul, à sa table, C'est un filtre très puissant. Il y a aussi sa start-up de vidéos sur Internet, bien avant. avant YouTube, oui. Encore un échec. Le timing était catastrophique. Les connexions de l'époque, ça suivait pas. Et là encore, il en tire une leçon systémique. Le timing, et donc la chance, c'est une composante énorme du succès. Et comme on ne peut pas contrôler la chance, la seule stratégie rationnelle, c'est de multiplier les essais. C'est comme jouer au loto, hein, Sam. C'est un peu ça. Un seul ticket a peu de chances de gagner, mais si vous avez des milliers de tickets, chaque projet raté, c'était un ticket qui lui a appris quelque chose sur le jeu. Et puis il y a cette histoire incroyable de son entretien d'embauche. C'est presque un film. Il doit se rendre à Syracuse à 2 heures de route, en pleine tempête de neige, sans manteau, et sa voiture tombe en panne au milieu de nulle part. Le cauchemar. Il est à 2 doigts de mourir de froid, littéralement. Il est sauvé in extremis, et c'est là, en courant pour sauver sa vie, qu'il se fait une promesse. S'il survit, il plaque tout et prend un aller simple pour la Californie. C'est ce qu'il a fait. Un échec total qui a changé le cours de sa vie de la manière la plus positive qui soit. Incroyable. Et cette mentalité, il l'a appliquée à des situations encore plus terrifiantes. En 2005, il a commencé à perdre sa voix. Le diagnostic est tombé, une dysphonie spasmodique. C'est un trouble neurologique qui rend la parole impossible, ou presque. Ça a dû être une angoisse terrible. Sans aucun doute. Mais au lieu de voir ça comme une tragédie, il l'a abordé comme un problème d'ingénieur. Il a commencé à chercher des schémas, des patterns. Il a remarqué que sa voix fonctionnait un peu mieux dans certaines situations. Et là, il a fait un truc de fou. C'est-à-dire, Il a accepté de donner une conférence, sans savoir s'il pourrait parler, juste pour collecter plus de données sur sa propre condition en situation de stress. attendez, il a utilisé une conférence, un moment de pression maximale, comme un laboratoire personnel. C'est une discipline mentale, presque inhumaine. C'est l'application la plus pure de sa philosophie. Utiliser ce qui ressemble à un échec cuisant, l'humiliation potentielle, comme un outil pour apprendre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a fini par reprogrammer son cerveau et retrouver une voix quasi normale.
L'échec est une donnée, rien de plus. Exactement. Cette idée de tout transformer en apprentissage, ça implique une vision à très long terme. Et ça m'amène à une de ses idées les plus explosives. Il affirme que les objectifs sont pour les perdants. Ça demande une explication, non? Ah oui, clairement. Et c'est une distinction qui change tout. Un objectif, c'est ponctuel. Perdre 10 kilos, courir un marathon. Adams dit que la structure même d'un objectif est démotivante. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un état d'échec quasi permanent jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Et pire, une fois l'objectif atteint, il y a souvent un sentiment de vide. Un système, en revanche, c'est un processus qu'on applique régulièrement. Par exemple, manger sainement tous les jours. Je vois, c'est la différence entre le but et le chemin. C'est ça. Mais est-ce que son système de créer du contenu n'avait pas pour but ultime l'objectif de devenir un dessinateur à succès? Est-ce qu'on joue pas un peu sur les mots? On pourrait le croire, mais la différence, elle est psychologique. Elle est fondamentale. En se concentrant sur le système, il gagnait tous les jours. Chaque jour où il dessinait, il appliquait son système et il pouvait ressentir un sentiment de progrès. D'accord. Si son focus avait été l'objectif lointain de devenir célèbre, il aurait passé des années à se sentir comme un raté. C'est une manière de pirater sa propre motivation. Le système donne des petites victoires quotidiennes, ce qui maintient l'énergie. D'accord, je vois mieux. Le système, c'est le jeu qu'on peut gagner tous les jours, alors que l'objectif, c'est le score final qui n'arrive qu'à la fin, si jamais il arrive. Exactement. Et ça le conduit à démolir une autre idée reçue, peut-être la plus sacrée de toutes, suivez votre passion. Il qualifie ça de connerie. Carrément. C'est brutal. C'est un conseil qu'on entend partout. Il ne risque pas de décourager des gens qui ont une vraie vocation? C'est une excellente question. Je pense qu'il ne dit pas d'être sans passion, mais de ne pas en faire son seul GPS. Son argument, c'est que la passion peut être aveuglante. Les gens passionnés prennent souvent des risques démesurés. Ils ignorent les signaux d'alarme. Voilà. Il propose un indicateur bien plus fiable, l'énergie. Si une activité vous donne de l'énergie, c'est un excellent signe. Si elle vous en prend, mauvais signe. Que vous appeliez ça une passion ou non, ça n'a aucune importance. Pour lui, la passion, c'est souvent la récompense du succès. Pas son carburant initial. Non. On devient passionné par ce dans quoi on devient bon. L'énergie, c'est le fil rouge de tout son système en fait. Ce qui nous amène à la manière dont il la gère. C'est la seule mesure qui compte vraiment selon lui. C'est là qu'intervient son analogie du corps humain comme un robot humide qu'on peut programmer. C'est pas de la pensée magique, mais c'est de comprendre l'interface de notre propre biologie. Les leviers sont d'une simplicité désarmante. Alimentation, le sommeil. D'abord, oui, il a fait des expériences sur lui-même et a vu le lien direct entre certains aliments et son niveau d'énergie. Il suggère par exemple d'arrêter les glucides simples, comme le riz blanc ou le pain blanc, qui provoquent des chutes d'énergie. Et ensuite, l'exercice physique. Et là aussi, son approche est systémique, pas du tout basée sur la performance. Oui, il ne cherche pas à courir un marathon. Son système, c'est simple. Être actif chaque jour. La bonne quantité d'exercice aujourd'hui, dit-il, c'est celle qui vous donne envie de recommencer demain. Pas plus. C'est l'anti-no pain no gain. Totalement. Si vous vous épuisez, vous allez sauter la séance du lendemain et le système est cassé. C'est simple, mais on l'oublie si facilement. Et le troisième levier, c'est la simplification. Il oppose les simplificateurs aux optimiseurs. Ah oui, c'est une distinction clé. L'optimiseur cherche la solution parfaite à 100%, ce qui engendre une complexité énorme et augmente les risques d'abandon. Le simplificateur, lui, préfère la voie la plus simple, même si le résultat n'est parfait qu'à 80%. Un système simple qui est appliqué est infiniment supérieur à un système parfait qui ne l'est pas. C'est exactement ça. Il parle même de programmer son attitude. Il mentionne des techniques qui semblent presque trop simples pour être vraies, comme le fait de forcer un sourire. J'avoue que je suis un peu sceptique sur ce genre de axe. Et c'est normal. Mais il l'aborde d'un point de vue mécanique. Forcer un sourire active les mêmes muscles qu'un sourire authentique. Ça envoie un signal au cerveau qui peut réellement influencer la chimie neuronale. C'est de la biochimie, pas de la magie. D'accord. De la même manière, il encourage à imaginer un avenir incroyable. Non pas parce que le rêve va se réaliser par miracle, mais parce que l'acte d'imaginer un futur positif améliore l'humeur et l'énergie aujourd'hui. Et c'est cette énergie qui rend le succès futur plus probable. Et il y a l'association. S'entourer de gens qui incarnent ce qu'on veut devenir, ça c'est plus classique. Oui, mais il le voit comme une programmation par l'environnement. Il raconte qu'à ses débuts, il n'avait jamais envisagé de devenir dessinateur. Et puis, un de ses collègues, un type normal, a réussi à se faire publier.
Cette proximité a soudain rendu l'objectif accessible dans son propre esprit. Ça a changé le champ des possibles pour lui. Complètement. D'accord, donc on a un système où on gère son énergie. Mais sur quoi on travaille concrètement? Et ça m'amène à l'idée que je trouve la plus actionnable de toutes. Son concept de skill stacking, l'empilement des compétences. C'est sans doute le concept le plus puissant du livre, oui. Adams part d'un constat simple. Être le meilleur au monde dans un domaine, c'est quasi impossible. C'est une loterie. Par contre, devenir bon, disons, dans le top 25% dans plusieurs domaines, c'est tout à fait réalisable. Et la magie opère quand on combine ces compétences. Exactement. Une combinaison de compétences simplement bonnes peut créer une valeur absolument extraordinaire et unique. Son propre parcours en est l'illustration parfaite. Il le dit lui-même, il n'est pas le meilleur dessinateur, loin de là. Il n'est pas non plus le plus grand humoriste. Non, Mais sa connaissance du monde de l'entreprise acquise pendant des années de galère, combinée à ses compétences en dessin et en écriture, a créé une niche que personne d'autre ne pouvait occuper. C'est la combinaison qui est de classe mondiale. c'est ça. Pas les compétences prises individuellement. Et il identifie une liste de compétences qu'il juge fondamentales. L'une d'elles, c'est la prise de parole en public. Il raconte son expérience dans un cours d'El Carnegie. Racontez. Une étudiante était tellement terrifiée qu'en montant sur scène, elle s'est figée, incapable de dire un mot. Elle est retournée s'asseoir, humiliée. Ouch, la situation cauchemardesque. Totalement. Et alors que tout le monde s'attendait à une critique, l'instructeur a simplement regardé la classe et a dit « Waouh, c'était courageux ». Une seule phrase. C'est incroyable. Il a complètement changé le cadre. Il n'a pas dit « tu peux faire mieux », il a validé l'effort. Il a transformé la peur en courage. Et pour Adams, ça a été une révélation. Il a compris le pouvoir de la louange pour débloquer le potentiel des gens, y compris le sien. Attendez, il met aussi la psychologie sur la liste des compétences essentielles, au même niveau que l'écriture. Ça me surprend un peu. C'est justement ça qui est malin. Pour lui, toutes les compétences dures reposent sur une compréhension de la psychologie humaine. Il dit qu'il faut comprendre une chose, les humains sont irrationnels. Si vous ne comprenez pas ça, toutes vos techniques de négociation ou de vente ne serviront à rien. Comprendre les biais cognitifs, c'est la couche fondamentale C'est ça. de tout le reste. Et enfin, l'écriture professionnelle. Neil a suivi un cours de 2 jours qui a changé sa vie. Le principe est simple, aller droit au but. Phrase courte, sujet, verbe, complément. Éliminez le superflu. Une écriture claire ne rend pas seulement vos idées plus persuasives. Elle vous rend plus intelligent? Oui, en vous forçant à clarifier votre propre pensée. Si vous ne pouvez pas l'écrire simplement, c'est que vous ne l'avez pas compris. D'accord, si on essaie de rassembler tous les morceaux, on a un système assez cohérent. Premièrement, voir l'échec non pas comme un jugement, mais comme une matière première à exploiter. Deuxièmement, remplacer les objectifs anxiogènes par des systèmes quotidiens qui procurent une victoire chaque jour. Troisièmement, faire de la gestion de son énergie la priorité absolue. Agir sur son corps, ce robot humide, et sur son esprit. Et quatrièmement, le skill stacking. Ne pas viser l'excellence dans un domaine, mais devenir bon dans plusieurs pour créer une combinaison unique. Au final, son approche démythifie complètement la réussite. Ce n'est plus ce coup de chance magique réservé à une élite. C'est exactement ça. Il la transforme en une compétence qui s'apprend, en une probabilité qu'on peut augmenter. C'est un système qui permet de rendre la chance plus facile à trouver. On ne contrôle pas l'arrivée du bon timing. Non, mais on peut s'assurer d'être la personne la plus compétente et la plus énergique possible quand il se présente. On prépare le terrain pour que la chance puisse germer. Adams parle beaucoup des affirmations, pas comme une formule magique, mais comme un moyen de concentrer son esprit et de renforcer son optimisme. Ça soulève une question intéressante pour finir. Et si l'outil le plus puissant pour façonner sa réussite n'était pas de changer le monde extérieur, mais de reprogrammer la lentille à travers laquelle on le perçoit? Qu'est-ce qui, dans notre propre perception, pourrait être notre plus grand obstacle ou notre plus grand allié?